J'espère que vous êtes installés confortablement parce que j'ai une tonne d'expérience à vous partager. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Quoi de neuf du mois de juillet. Alors le segment Quoi de neuf qui sert à passer en revue mes diverses expériences ludiques au courant du mois et je vous donne une brève idée de qu'est-ce que c'est le jeu. Donc non, je ne vais pas partir en détail dans chacun de ces jeux-là, mais c'est toujours pratique de vous parler en rafale d'une tonne de jeux et une tonne d'expériences que j'ai envie de vous partager. Mais avant de commencer, je tiens à attirer votre attention vers ce petit jeu-là. Alors, Zoo-On est un projet que je vais parler éventuellement sur la chaîne. C'est un projet de sociofinancement qui va venir par des Québécois vraiment sympathiques qui ont produit leur jeu. Et là, il y a enfin leur copie de sample que je viens tout juste de recevoir aujourd'hui. Donc non, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, mais soyez certains que sur la chaîne, vous allez avoir quelques informations éventuellement et aussi une vidéo pour une campagne de sociofinancement qui va venir au courant des mois prochains. Donc, j'ai fini mon petit tease parce que, bon, vous allez probablement vous demander qu'est-ce que c'était cette boîte-là. Je peux maintenant commencer avec quelques petites statistiques ludiques. Alors, au courant du mois de juillet, j'ai joué 52 parties de 35 jeux différents et là-dedans, il y en a 14 que c'était la première fois que je jouais. Donc, beaucoup d'expériences ludiques, mais également, j'ai rejoué à beaucoup de jeux que j'avais déjà joués et des fois, ça fait du bien de refaire un petit retour sur ces jeux-là. Fidèle à mon habitude, depuis quelques mois, je garde le cap avec ça et je vais vous proposer également à la fin de la vidéo mes 3 expériences favorites ludiques, donc mes 3 coups de cœur du mois. Alors, je commence immédiatement avec un projet de sociofinancement que j'avais couvert il y a peut-être 2 ans. J'avais reçu le jeu, je l'avais joué un peu, mais ça faisait un bout que je n'avais pas rejoué. Et c'est le jeu After the Empire. Alors, After the Empire est un jeu de Tower Defense. Alors, on contrôle un château et tous les joueurs ont leur propre château qui vont se faire assiéger. Donc, on n'attaque pas directement les autres joueurs, mais on doit subir les contraintes des envahisseurs tout le temps. Et le jeu est un concept de placement d'ouvriers. Donc, on a une section placement d'ouvriers. Donc, les joueurs ont chacun des ouvriers qu'on va placer, aller chercher différentes cartes, acheter des cartes, pouvoir aussi améliorer notre château parce que oui, le jeu vient avec un visuel vraiment incroyable et un toy factor, un petit facteur de jouet vraiment bien pensé. On a des beaux murs en plastique, donc des belles pièces de plastique. Et là, on a des murs qui sont, bon, toujours en plastique, mais qui simulent les murs de bois. On peut également upgrader avec des murs de pierre. Et là, il va y avoir des petits emplacements pour mettre les cubes. Pour ma part, j'ai la version Deluxe, la version Kickstarter, qui vient avec des toutes petites figurines miniatures pour les soldats. Mais c'est un jeu qui, outre le wow factor, fonctionne très très bien. Donc, on a des envahisseurs qui vont arriver. Au début, ça va être facile. On dit, ah, parfait, je peux faire ça les mains dans les poches. Eh bien non, à un moment donné, ça devient compliqué. Et on se fait complètement décimer et on se fait détruire notre château. Donc, il faut bien se protéger. Un jeu qui est bien pensé. Et ce que j'aime vraiment de ce jeu-là, c'est qu'on a de l'interaction avec les autres joueurs du fait qu'il va y avoir un système de placement d'ouvriers, mais on ne va pas attaquer directement les autres joueurs. Donc, c'est des envahisseurs qui constamment nous attaquent. Donc, on n'a pas l'impression de bâcher un seul joueur. On se fait tout rentrer dedans dans la partie. Je pense que ça me faisait penser un peu au feeling de thématique du jeu Stronghold en étant mécaniquement très très différent, mais j'ai vraiment apprécié ce jeu-là. Donc oui, un beau facteur de matériel, mais le jeu est quand même très intéressant pour y avoir rejoué 2 parties au courant du mois. Je continue avec un jeu coopératif que j'avais déjà couvert sur la chaîne, c'est le jeu Spark Riders 3000. Alors Spark Riders est un jeu issu du studio Arcada Studio qui avait proposé une campagne de sociofinancement pour le jeu. J'avais d'ailleurs couvert le prototype que j'avais bien aimé, malgré le fait que bon, l'application à cette époque-là était peut-être il y avait des petits bugs. C'est un jeu coopératif dans lequel les joueurs vont devoir travailler ensemble pour pouvoir survivre à une épopée intergalactique. Donc, on a droit à des scénarios qui vont être variés, des événements qui vont avoir, et le tout vient avec un support sur cellulaire, donc ou tablette, et c'est nécessaire pour jouer au jeu. Je sais, il y a beaucoup de monde qui vont dire « Ah, mais là, je veux jouer aux jeux de société pour décrocher. » Je suis d'accord avec vous, mais de temps en temps, lorsqu'un jeu utilise un matériel comme ça, une application qui est bien faite, ça va être très intéressant. Ici, l'application fait beaucoup de travail en dessous du capot, donc c'est vraiment, on va donner nos instructions à l'application, on va lui dire également, on paye sur un bouton, il va y avoir des commandes vocales qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir dire qu'est-ce qui a été détruit, qu'est-ce qui a été réparé, il va y avoir des événements qui vont se passer aussi, et quand on va passer le tour, ça va dire, bon, de combien on a avancé, donc ça fait beaucoup de maintenance qu'on aurait fait, si on veut, probablement sur papier, qui aurait été, ou avec des jetons, et ça vient simplifier un peu le jeu. Ça reste un jeu assez léger, un thème très léger. Le jeu n'est pas si léger que ça, mais le thème est léger. C'est très cartoonish. C'est très
C'est très amusant. Beaucoup de petites références à la pop culture que j'ai trouvé très, très sympathiques au courant des événements qu'on peut rencontrer. Mais ça reste un jeu que j'ai trouvé intéressant. C'est agréable de jouer en équipe. On travaille tous, on joue tous de manière simultanée. Donc, il n'y a pas trop de alpha player, de joueurs qui disent il faut absolument faire ça. On peut discuter de stratégie ensemble, mais je veux dire, ça ne va pas favoriser un joueur. Et j'ai également joué en solo. J'ai eu beaucoup de plaisir à ce jeu-là. Donc, du beau matériel, certain, mais un petit côté épopée intergalactique vraiment génial. Donc, Spark Riders 3000. Je continue avec un jeu que je joue avec mon fils énormément qui s'appelle Fossilis. Alors, Kids Table Board Game, qui TBG, a sorti plusieurs jeux, mais un de ceux-là était Fossilis. Mon fils adore les dinosaures et c'est un jeu où on joue des paléontologues. On doit excaver pour aller chercher des beaux petits os, des ossements de dinosaures pour pouvoir reconstruire, si on veut, des fossiles. Donc, ça va prendre une cage thoracique, 2 dents et une hanche de dinosaure. Et là, on va placer nos affaires de même pour faire des points. Mais au final, c'est de la collection d'ensemble. Et pour aller les chercher, on a une espèce de plateau qui va être vraiment génial où on va pousser, on va excaver, si on veut, du sable ou de la roche pour avoir accès à ça. On a des points d'action. Et ce que je trouve drôle, c'est que mon fils, habituellement, pas trop de concentration pour jouer à des jeux longs. Et lorsqu'il joue à Fossilis, ça peut durer un bon 45 minutes. Il reste concentré tout le long de la partie. Il faut dire que le thème lui plaît beaucoup. Donc, c'est un jeu que j'ai apprécié énormément de jouer avec lui. Et je suis surpris à quel point que le thème peut tellement changer l'intérêt qu'un enfant peut avoir. Je fais jouer à des jeux, bon, il joue à des petits jeux plus légers, il aime ça, c'est bien, mais celui-là, on dirait qu'il reste vraiment accroché, il aime vraiment beaucoup ça. Et je ne suis pas à plaindre, je trouve ça vraiment super de pouvoir partager ces parties-là avec mon fils. Je continue avec un jeu qui s'appelle Star Wars The Deck Building Game, que j'avais couvert, je crois, l'an dernier. J'ai ravivé mon intérêt récemment. Bon, je suis dans une phase Star Wars, j'aime beaucoup les jeux de Star Wars. Et d'y rejouer, c'est un jeu en duel, donc de deck builder avec une rivière. Ce qui vient le démarquer par rapport à Star Realm ou des choses comme ça, c'est que les cartes au milieu, certaines cartes vont être neutres, donc les deux joueurs y ont accès, mais sinon, il y a des cartes qui appartiennent à l'Empire ou aux rebelles. Donc, lorsqu'on va tenter de recruter, d'acheter la carte, si on est les rebelles et on veut acheter une carte de rebelle, parfait, on va la prendre, on va payer le coût, on va la mettre dans notre défausse. Mais si on est l'Empire, on peut payer des points d'attaque pour, au lieu de recruter la carte, la détruire et ainsi recevoir un bonus instantané. Donc, on va recevoir un bonus, que ce soit de l'argent, de la force ou des pouvoirs différents comme ça. Donc, ça va être temporaire, mais on va enlever la carte comme ça. Ça permet un bon concept que j'ai pas vu souvent dans les jeux. C'est ce qui vient renouveler un peu le deck builder parce que sinon, bon, ça ressemble beaucoup quand même à des deck builders classiques. On a des bases qu'on va devoir attaquer. Mais j'ai trouvé que cette petite twist-là fait en sorte qu'il se démarque. C'est certain que si vous aimez pas du tout le thème de Star Wars, c'est pas un jeu qui va probablement résonner avec vous. Le thème aide énormément. Une nouvelle version standalone, donc vraiment indépendante, va sortir. Est sortie à Gen Con, je crois. Elle devrait arriver dans les prochaines semaines / mois. On ne sait jamais exactement ça. Qui va traiter de la Clone Wars, donc les séparatistes contre la République galactique. J'ai très hâte de voir ça. Ça ne se mélangera pas directement avec l'autre, donc c'est pas une extension, c'est vraiment standalone. Il va falloir avoir des modèles pour pouvoir intégrer peut-être les deux avec différentes factions, peut-être jouer à 4 joueurs, je ne sais pas trop, mais il reste que c'est un petit deck builder que j'ai bien apprécié. Je continue tant qu'à parler de franchise forte. J'ai rejoué à Marvel United. J'en ai parlé souvent sur la chaîne. Marvel United est un jeu coopératif que je reviens souvent. Bon, vous savez, ces belles petites figurines chibi-là, peut-être vous avez eu l'occasion de jouer au jeu de base. Le jeu de base était correct. Très simpliste, très familial, mais c'est lorsqu'on rajoute dans les multiples extensions les vilains avec des twists différents, des scénarios différents, et là, le jeu prend toute sa splendeur. Bon, c'est certain que je suis un peu biaisé. J'ai backé la première saison au complet all-in, la deuxième saison de X-Men complètement all-in, la dernière saison qui est sortie de Multiverse que je devrais recevoir sous peu, encore une fois all-in, et malgré que c'est pas Marvel, ils ont sorti également sur Kickstarter, en fait sur GameFound, DC United, et je n'ai pas pu résister. Encore une fois, je ne suis pas encore allé all-in, mais le Pledge Manager va s'en venir éventuellement, et peut-être que je vais flancher. Donc c'est un système de jeu que j'aime beaucoup, qui malgré le fait qu'il est très simple, ça reste agréable à jouer. J'y joue habituellement en solo avec 3 mains. C'est assez simple pour être facile à prendre en main, mais ça offre quand même un bon challenge, et lorsqu'on rajoute un peu lorsqu'on augmente la difficulté, là, ça devient un très très bon challenge. Un jeu que j'aime beaucoup, un jeu qui, malgré sa simplicité, gagne à être connu. Je pense que si vous aimez l'univers de Marvel et que vous avez le goût d'un petit jeu coopératif qui sort bien, mais qui peut vous donner du fil à retordre, je pense que ça pourrait tomber dans vos cordes. Mais c'est certain qu'il y a une tonne d'extensions. Certaines extensions vont rajouter des modules, des nouveaux vilains. Allez-y avec les vilains et les personnages qui vous plaisent le plus. C'est certain que si j'ai une extension à vous conseiller, l'extension du Sinister Six est vraiment, vraiment géniale.
Je continue cette fois-ci avec des jeux qui sont nouveaux, donc des nouvelles expériences de jeu. Je vais commencer tout de suite avec un petit jeu qui s'appelle Littoral. Alors, vous avez probablement vu passer Littoral. Randolph a poussé beaucoup ce jeu-là, mais c'est un petit jeu d'été. Je pense que c'est vraiment la définition d'un jeu d'été. C'est des tuiles en bois dans un sac. On peut le traîner facilement. On peut jouer n'importe où. On peut jouer dans le sable. Ça fait des belles photos d'ailleurs. Mais c'est un jeu qui est facile à prendre en main et qui est agréable. Donc, c'est un petit jeu. Je pense qu'ils ont vraiment voulu mettre l'emphase sur le fait que le jeu est simple à jouer pour tout le monde et je l'ai joué avec un grand éventail de jeux. D'ailleurs, ils ont même voulu pousser le marketing encore plus loin. Ils ont même sorti une bière assortie. Alors, je suis pas très type bière, mais sachez qu'il existe quelque part dans le monde une bière appelée Littoral pour bien s'agencer avec le jeu. Donc, à la base, c'est vraiment un jeu où on a un sac, on va tirer des jetons et les jetons vont avoir différents pouvoirs. Donc, le but, c'est qu'à la fin de la partie, on va pas compter des points, on va juste agrandir, on va placer tous nos jetons qu'on a pris et ça va faire une pile et on se compare avec les autres. Qui que la plus grosse, c'est le gagnant. Donc, un jeu facile à prendre en main, intéressant, avec des décisions qui sont amusantes. Je pense que c'est pas un jeu qui va être mon favori de l'année, mais par exemple, c'est un jeu qu'on peut sortir avec absolument tout le monde, du beau matériel comme ça. C'est facile à traîner aussi, donc si vous allez au camping, puis il y a des gens qui sont moins gamers, ça s'explique très très rapidement. Je pense que c'est vraiment un beau jeu qui gagne à être connu, donc Littoral. Je continue ensuite avec un petit jeu qui s'appelle Diced Veggies. D'ailleurs, Diced Veggies vient tout juste d'arriver en français ici sur le territoire québécois. Alors, c'est un autre jeu de la compagnie Kids Table Board Game, donc KTBG, qui avait produit Fossilis. Donc, on a droit ici à un jeu beaucoup plus simple avec des dés et on a un beau petit hachoir et le but va être de compléter des recettes. La twist intéressante vient du fait que lorsqu'on va sélectionner des dés, donc il va y avoir une base de dés avec différentes couleurs qui vont représenter différents ingrédients. Et lorsqu'on va couper, on va devoir couper avec le petit couteau et de faire une séparation très nette. Donc, on ne peut pas couper au milieu, mettre de diagonale, on doit couper sur les bords, sur les côtés, essayer de faire un petit trou comme ça ici. Et on doit, la valeur des dés ne doit jamais dépasser 10. Donc, on est limité dans les dés qu'on va prendre. On va essayer de faire des recettes, faire des arômes. Très facile à prendre en main. J'ai joué avec mon fils aussi. Il a bien apprécié le jeu. Je continue avec une grosse boîte, en fait plusieurs grosses boîtes, en fait une montagne de grosses boîtes. J'ai il y a longtemps acquis le jeu Heroes of Normandy de Devil Pig Games, une compagnie malheureusement défunte. Devil Pig Games avait produit Heroes of Normandy ainsi que beaucoup d'autres extensions et produits comme ça. D'ailleurs, mon collègue JP avait couvert sur la chaîne. Et c'est un jeu de guerre asymétrique, donc une espèce de miniature wargame sans miniature, donc c'est vraiment un wargame. Hein. Le truc, c'est que c'est fait un peu plus de manière cartoon, un peu plus, pas humoristique, mais ça se prend un peu moins au sérieux. Mais ça reste un jeu de guerre qui m'intéressait énormément. Le problème, c'est que le livre de règles est probablement très pénible. Et c'est un problème de la première édition. Et là, j'ai la Big Red One Edition, la Bro Edition. Même ça, le livre de règles est assez difficile. Ceci dit, un coup qu'on a compris le concept, un coup ça marche bien, c'est vraiment bien pensé. Il y a des possibilités incroyables de scénarios. On peut construire nos armées. Il y a plusieurs modèles d'affaires. Le concept du jeu est vraiment bien pensé du fait que tout est écrit. Il y a du monde qui dit « Ah, mais j'aime mieux des figurines. » Donc, c'est pas un jeu de figurines, mais c'est parfait parce que sur la tuile, toute l'information qu'on a besoin est écrite. Donc, c'est vraiment facile pour ça. C'est très intéressant. Le problème vient dans les petits détails que le jeu nous fait. Et lorsqu'on apprend le jeu au début, on est très souvent dans le livre de règles, aller-retour, aller-retour. Ceci dit, je suis quand même très curieux de le réessayer. Je veux vraiment donner une deuxième chance à ce jeu-là parce qu'en arrière de petits détails fiddly, de règles, je pense qu'il se cache un jeu très intéressant à avoir étant donné que j'ai beaucoup de matériel également de ce jeu-là. Je veux le découvrir un petit peu plus. Je continue avec un projet de socio-financement que j'ai reçu qui s'appelle Metro Runner. Alors, Metro Runner est un jeu de la compagnie Thunderworks Games qui nous a produit les jeux dans la série de Role Player. Donc, le World of Ulos qui appelle, donc le monde de Ulos. Donc, on a Dawn of Ulos, on a Role Player, on a Cartographeur, beaucoup de petits jeux comme ça de cette compagnie-là. Et là, on a droit à un thème un peu différent. On sort du médiéval fantastique et on s'en va dans le futur, dans un monde cyberpunk, très rose, très mauve. On s'entend, c'est très Shadowrun. Donc, on joue des pirates informatiques et on doit se promener. Alors, le métro, hein, c'est du fait que notre personnage va se promener de manière circulaire autour du plateau et on va pouvoir se déplacer d'un certain nombre de cases pour pouvoir faire différentes actions. On va avoir des contrats à terminer, donc en allant chercher des cubes. Et on va également avoir un aspect de piratage informatique. Alors, le piratage informatique, c'est une petite twist intéressante parce qu'on a un plateau de 9 cases avec des petites lignes et on va devoir tenter de réorganiser les cases pour pouvoir faire des liens d'un espace à un autre. Donc, selon le piratage
d'abattage qu'on veut faire. On a un point d'entrée, un point de sortie, et on va devoir orienter les tuiles. Donc, on peut les orienter, les déplacer. Nos personnages ont un pouvoir spécial de pouvoir swapper, des choses comme ça. Donc, c'est une petite twist incluse dans le jeu. J'ai trouvé le jeu bien. J'ai peur qu'à 4 joueurs ou à 5 joueurs, ça soit trop ralenti par le petit mini-game qui vient comme on se casse la tête et on perd des fois beaucoup de temps. Okay, je vais réussir à faire le puzzle comme que je veux, jusqu'à temps qu'on se rende compte que c'est relativement plus simple qu'on pense et on n'est pas obligé d'avoir toutes les affaires. Des fois, on va se casser la tête pour pouvoir réussir à faire quelque chose, mais au final, on a payé 2 ressources pour en recevoir une. Donc, juste à faire le puzzle initial, ça aurait fonctionné. Je pense que c'est un bon petit jeu. C'est pas un jeu vraiment incroyable, wow, too much, mais je suis quand même content de l'avoir dans ma collection. À date, j'ai joué 2-3 parties. C'est quand même bien. J'aime beaucoup le thème. J'aime le look également. Je pense que ça a été un gros aspect vendeur pour moi. Metro Runner, un bon petit jeu. Je continue avec un jeu qui s'appelle Black Rose War. Et là, je vous ai déjà parlé de Black Rose War, mais c'est à cause que j'ai acquis l'extension / standalone Black Rose War Duel Lex. Alors, au lieu d'avoir la grosse map de Black Rose War qui se joue jusqu'à 4 joueurs, on a droit à une petite map très simple. Le plateau s'ouvre. On a également toutes les places pour mettre des cubes dans le plateau. Donc, ils ont décidé de faire ça, des trous dans le plateau pour faire les différentes jauges de pointage, des choses comme ça. Et c'est vraiment une version condensée, rapetissée. C'est les mêmes règles que Black Rose War, mais fait dans un plateau beaucoup plus petit, avec moins d'écoles de magie. Ceci dit, on peut quand même mélanger toutes nos écoles de magie, nos personnages, de l'ex jusqu'au jeu normal et du jeu normal jusqu'à lui. Donc, on peut permuter. Ça rajoute une variante 2 joueurs que pour un jeu que j'aime beaucoup. J'ai trouvé que la variante 2 joueurs, j'ai juste joué une partie à date. Je trouve ça le fun parce que je peux tout mélanger, mais je pense que le deck qu'il y avait là, ça a été une partie assez inégale. Est-ce que toutes les parties sont comme ça? Probablement pas. C'est probablement juste parce que je l'ai échappé solide et j'ai été mauvais et j'ai perdu lamentablement. Mais c'est pas grave, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir à jouer à cette version duel d'un jeu que j'apprécie énormément. Parlant de duel, j'ai également joué à un petit jeu qui s'appelle Orion Duel. Alors, Orion Duel est un jeu abstrait de placement de tuiles où on doit réussir à placer des tuiles de manière à pouvoir faire un lien entre 2 endroits ou faire un lien, faire plus de zones autour d'un trou noir, d'une étoile. Très, très oubliable comme jeu. C'est correct, c'est pas mauvais. C'est pas exceptionnel. Tant qu'à jouer à un jeu abstrait, j'ai une tonne de jeux abstraits que je vais vouloir préférer à jouer. Je pense à la série des jeux GIF, je pense à Onitama, je pense à Patchwork, je pense à beaucoup de jeux différents que je pourrais jouer à la place de Orion Duel. Alors, c'est correct. Je pense que si on aime le concept, tant mieux, mais c'est pas un jeu qui m'a jeté à terre. Quand mon adversaire m'a proposé de rejouer une partie parce qu'il a gagné sans que j'ai réussi à le voir aller, j'ai comme mal pensé une affaire, mais c'était pas grave. J'ai même pas voulu refaire une partie. Donc, c'est un jeu correct. Je pense que c'est ce que j'ai à dire sur le jeu. Et je continue cette fois-ci du deuxième côté de la page parce que je n'ai pas fini avec une tonne d'expérience, bien entendu. J'ai joué au jeu 1565 Saint Elmo's Pay. Alors, Saint Elmo's Pay est un jeu à saveur historique, un jeu de duel où une région contrôle Malta. Et l'autre côté contrôle le général, j'ai oublié son nom. Donc, c'est une guerre historique, donc la guerre de l'île de Malte, de Saint Elmo's. Et c'est la compagnie All or Nothing Games qui nous propose ce jeu-là. La compagnie est connue pour ma part pour avoir fait des jeux Gloom of Kilforth et Shadows of Kilforth, 2 jeux que j'ai adorés. Et là, il y a une saga historique. Donc, il y a 1565, mais il y a également, je pense, 1344, puis 1100 quelque chose. En tout cas, 2 autres jeux à saveur historique qui utilisent le même concept. Donc, on a un côté de plateau. Chaque joueur a son côté de plateau. On va placer les unités. Il va y avoir différents effets. On pourra attaquer les autres. Le but, c'est vraiment d'aller réussir au milieu pour pouvoir compléter certains objectifs. Donc, à chaque tour, on va avoir des objectifs à faire. Un jeu de gestion de cartes que j'ai trouvé très, très bien. J'ai juste joué une petite partie. Je vais vous en reparler probablement éventuellement sur la chaîne et peut-être même vous faire une vidéo parce que j'avoue que j'ai vraiment bien apprécié le jeu. Je continue avec un jeu que beaucoup de gens ont joué, beaucoup de gens ont adoré, c'est le jeu White Castle. Alors White Castle est un jeu qui est de la compagnie De Vere, qui a produit beaucoup de jeux, et d'ailleurs, entre autres, dans le même format de boîte, il y avait le jeu Red Cathedral, qui était quand même bien. J'ai joué à White Castle, un jeu qui est dans une petite boîte, mais qui a du stock, et pas à peu près. On déballe ça, et wow, ok, comme il y a beaucoup de choses là-dedans. Alors, à la base, c'est un jeu de sélection de dés, où on va placer des dés pour pouvoir générer différentes actions. Le but va être de pouvoir entrer au château, on va avoir
des combats militaires qu'on va pouvoir faire, un aspect de gestion de ressources, donc beaucoup de choses dans une petite boîte et on a seulement 9 actions dans toute la partie, ce qui fait qu'on va pas pouvoir faire grand-chose malgré tout. Donc, j'ai trouvé que c'est un bon jeu, mais moi, les jeux qui me limitent au nombre d'actions, donc savoir que j'ai juste 9 actions, d'essayer de maximiser ça, oui, c'est le fun d'optimiser, mais il manque de quoi. Des fois, j'ai comme l'impression que j'ai pas le temps de rien faire, c'est un peu décevant. C'est certain que c'est ça le but du jeu aussi, parce que si on aurait le temps de tout faire, ce serait pas intéressant. Mais j'ai probablement moins aimé le jeu que la plupart des gens. Beaucoup de gens m'en ont parlé en disant « Hey, il faut que tu essayes ça, c'est vraiment hot, c'est vraiment bon. » C'est bien, j'ai pas vraiment grand-chose de négatif, mais je pense que le jeu a moins résonné avec moi. Mais c'est pas grave, ça arrive. Hein? Il faut des fois avoir des jeux qui sont un peu moins intéressants. Ça permet de pouvoir mettre un frein à un moment donné aux achats. Donc, ensuite de ça, je continue avec un tout petit jeu qui s'appelle Lucky Numbers. Alors, Lucky Numbers est un petit jeu très familial de placement de trèfle à 4 feuilles. Donc, on a un plateau de jeu et on a des trèfles qui ont différentes valeurs. Et lorsqu'on va prendre, c'est notre tour, on va piger dans le milieu, on va piger un trèfle et on va devoir le placer sur notre plateau de jeu. La twist, c'est que les chiffres doivent toujours être en ordre croissant lorsqu'on regarde l'axe horizontal et l'axe vertical. Donc, on va devoir les placer de manière à ce qu'ils fit tout le temps en ordre. Donc, on va essayer de placer un peu plus loin. On n'aura pas toujours les chiffres qu'on veut prendre. J'ai joué à ça avec ma fille. Ma fille a bien apprécié le jeu. C'est un jeu très familial, très accessible. Je pense que c'est des petits jeux qu'on peut sortir avec monsieur et madame tout le monde. Mais ça en prend quand même. On ne peut pas sortir White Castle quand on s'en va à un souper de couple d'amis qui ne sont pas trop joueurs. Tandis que Lucky Numbers, ça, j'aurais aucun problème à le sortir avec pratiquement n'importe qui. C'est ce qui fait que c'est le fun d'avoir des jeux variés, d'avoir des différentes expériences comme ça. Ça permet de pouvoir un peu toucher à tout. Et moi, je trouve ça très intéressant de pouvoir vous parler d'un grand éventail de jeux. Je continue parlant de grand éventail de jeux, je continue avec un jeu qui s'appelle Chasseur de tête. Vous connaissez pas ce jeu-là, hein? Non, c'est parce qu'il n'est pas sorti encore. Mon ami Jeff Gauthier, auteur de Goblivion, d'Inoblivion, Goblivion, décide de récidiver avec un nouveau jeu et là, il sort complètement de ses petites traces confortables et de ses petites pantoufles parce que non, on n'a pas le droit à un deck builder, on a le droit à un jeu de party! Alors, ça va être un jeu de party qui ne sera même pas sur Kickstarter. D'ailleurs, il a commencé à recevoir, il a reçu sa copie de pré-production. Donc, c'est un jeu qui va arriver beaucoup plus vite qu'on le pense. Et c'est un petit jeu de party léger, mais drôlement amusant, basé sur le fait qu'on doit trouver quel est l'emploi. Donc, on a un joueur qui doit trouver un emploi. Il y a une liste et les joueurs ont des cartes qui représentent différentes images, différentes stéréotypes un peu partout. C'est un petit peu borderline politically incorrect, mais c'est vraiment le fun. Un mélange un peu de Just One et de Unusual Suspects. Ça fait un beau mélange de party. C'est certain que c'est un jeu qui demande d'avoir beaucoup de monde pour s'amuser, mais j'ai eu beaucoup de plaisir et j'avoue, bon, je suis un peu vendu à ce jeu-là parce que bon, c'est certain que c'est mon ami qui le fait, mais c'est le genre de twist que j'aime beaucoup et Unusual Suspects pour moi est un de mes jeux de party préférés. Donc, Chasseur de tête, vous allez en entendre parler, c'est certain. Je continue avec un petit duo de jeux que j'ai joué qui, encore une fois, sont pas nécessairement pour tout le monde, mais c'était la sortie de la nouvelle édition de Star Wars Unlimited, un jeu de collection de cartes. Donc oui, un jeu comme à la Magic. J'en ai parlé sur la chaîne, mais je me permets d'en reparler là. La nouvelle série est sortie, j'ai ouvert ma boîte de booster, j'ai pas pogné de belles showcases qui valent full l'argent, mais c'est pas grave parce que j'ai pogné plein de nouvelles cartes pour pouvoir jouer, je me suis créé des nouveaux decks et j'ai commencé à jouer donc. Marvel Unlimited, c'est vraiment... Marvel... Star Wars Unlimited, hein, je me mélange à mes franchises. Star Wars Unlimited est un jeu justement de cartes à collectionner comme ça. Où on va construire notre deck et on va devoir s'affronter. J'aime beaucoup le jeu, j'aime beaucoup ce qu'il apporte. Je l'ai trouvé très bien pensé. La nouvelle série fait juste bonifier encore plus les différentes choses qui est intéressantes. Et là, plus ça va aller et plus ça va se bonifier, il va y avoir plus de variété, plus de choses qui vont se rajouter. Je trouve ça tellement intéressant. Et parlant de jeux de cartes à collectionner, j'ai rejoué également à Lorcana. Alors oui, Lorcana et Unlimited sont deux jeux qui sont vraiment en compétition l'un contre l'autre. Là, on a droit ici à l'univers de Disney, l'univers très étendu de Disney. Lorcana va avoir sa 5e série qui va sortir sous peu. Donc, au moment où je vous parle là, je pense qu'elle sort demain. Ou elle va sortir très bientôt. Ils ont eu l'occasion, j'avais joué au début, bon oui, j'ai eu le buzz Lorcana au début, j'ai acheté beaucoup de paquets, j'ai joué, je me suis fait des decks. Le jeu est un peu plus simple, je crois, donc vraiment plus simpliste que Star Wars Unlimited peut l'être, mais également plus grand public. J'ai joué avec ma fille beaucoup plus, et là j'ai même permis, avec ma famille, on a ouvert des petits paquets pour leur donner un petit peu le goût d'ouvrir des paquets comme ça, ils ont vraiment apprécié, et c'est vraiment, je pense que oui, le jeu est plus simpliste, mais
mécaniquement parlant, je préfère Unlimited 100 000 à l'heure, mais il y a l'aspect de Disney qui n'est pas à négliger, le fait qu'il y a des personnages, il fait des affaires. Puis, tu sais, je suis pas un joueur compétitif du tout, ni un ni l'autre, que ce soit Unlimited ou Lorcana, mais Lorcana, j'ai encore plus le goût d'y aller thématique, d'y aller tranquille avec les enfants pour essayer de leur montrer, ils choisissent des decks, des personnages. Écoute, on s'entend, les enfants ne feront pas leur deck basé sur des décisions optimales. Ils vont y aller sur « Ouh, j'aime ce personnage-là ». Ben tant mieux, mais là, dans ton deck, pourquoi pas? Je pense que je vais vraiment me baser là-dessus, d'avoir un aspect familial. Et une twist que je trouve intéressant que Lorcana a faite, et j'espère qu'Unlimited va le faire, ils viennent d'ajouter un mode solo / coopératif avec Ursula. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Je l'ai acquis, par exemple, je l'ai acheté parce que j'étais très curieux de voir ça. Je trouve que c'est quelque chose qui manquait un peu à Magic. Bon, il y a eu des variantes maison un peu là, de mode solo ou coopératif, mais j'aime l'idée qu'on puisse jouer en coop avec ce type de jeu-là. Je vais probablement vous en reparler sur la chaîne. Donc, ça fait beaucoup de parlotte que je fais. Je pense que j'aurais dû m'amener une bouteille d'eau. Ça aurait été vraiment pratique. Mais j'ai pas terminé encore parce que je ne vous ai pas encore présenté mes 3 coups de cœur, donc mes 3 expériences ludiques favorites du mois. Alors, je vais commencer immédiatement avec un jeu que j'avais déjà eu. J'ai fait une vidéo sur la chaîne. Je l'ai vendu. Puis, dans un bazar, à un moment donné, je me suis dit, je pourrais le racheter puis y rejouer. Je l'ai racheté et je ne l'ai pas joué pendant un an et j'ai fini par le revendre. Mais là, c'est le retour de Civilization New Dawn. Je me suis trouvé une copie du jeu avec l'extension. Donc, l'extension qui supposément rajoutait beaucoup de choses et améliorait le jeu. Donc, c'est un jeu de civilisation, mais un peu différent. Donc, on n'a pas droit à des figurines qu'on va se promener, qu'on va avancer, qu'on va attaquer. C'est pas un jeu de 4 heures non plus. Non, c'est une espèce de condensé. Et au lieu d'avoir des figurines, on a des jetons qu'on va placer qui représentent notre influence. Je suis un joueur de civilisation, le jeu de vidéo, et j'ai toujours aimé le fait que nos frontières agrandissent tout le temps. Et dans ce jeu-là, c'est à peu près ça. En mettant des jetons, c'est des jetons d'occupation. C'est pas militaire, c'est pas ça, mais on va représenter le rayon autour qu'on va occuper. Donc, il y a beaucoup de gens qui avaient boudé le jeu parce qu'ils disaient « Ah non, c'est pas comme un vrai jeu de civilisation ». Non, parce que c'est une course. On a une course aux objectifs, mais ça fait en sorte qu'on a un jeu qui est différent. Et je pense que c'est dans cette différence-là que le jeu a décidé d'aller chercher son intérêt. Et également, le jeu utilise un système d'action qu'on a revu avec le jeu Ark Nova qui est très populaire. Vous savez, dans Ark Nova, on a différentes actions. On va sélectionner l'action qui va avoir une certaine force et après ça, on va la retourner en arrière. On va glisser nos cartes et il va y avoir des puissances. Ben, Ark Nova a emprunté ça de Civilization New Dawn, qui l'a fait en premier, je crois. Un concept vraiment génial que j'adore de sélection d'action. Donc, on ne peut pas toujours faire la même chose. On doit constamment alterner, préparer nos plans, faire nos choses. Et j'ai vraiment, vraiment apprécié. Et là, j'ai rejoué 3 parties de ce jeu-là avec l'extension qui rajoute une petite unité militaire en plus de ça et qui rajoute beaucoup de choses. Je pense que le jeu a été vraiment bonifié. Et oui, c'est la 3e fois que je l'achète et qui sait, peut-être ce sera la bonne, peut-être qu'il va rester dans ma collection parce que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là, surtout que ça ne joue pas en 4 heures. Peut-être, bon, l'extension rajoute un peu de temps, peut-être un 2 heures, 2 heures et demie, mais ça reste que c'est un thème que j'aime beaucoup et c'est un jeu qui gagne à être connu si on part avec l'idée que ce n'est pas un jeu de civilisation traditionnel. Je continue avec la 2e place qui est un jeu qui s'appelle Trekking Through History. Alors, Trekking Through History est un jeu relativement accessible et simple, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un mauvais jeu parce que la preuve, il se ramasse en 2e place. Alors, c'est un jeu dans lequel on va faire des escapades temporelles. Alors, on a un concept de temps. Et le temps est un concept que j'adore dans le jeu de société. Un peu à la patchwork, c'est toujours le joueur qui est en arrière qui va jouer. Donc, on va prendre des cartes et on va avancer un certain nombre de marqueurs. Donc, on a une horloge. Et lorsqu'on va arriver au bout de l'horloge, on va prendre une pause, on va attendre que tout le monde soit rendu. Et après ça, on va changer d'époque. La twist, c'est que quand on récupère des cartes, on récupère des petits jetons de couleur qu'on va placer dans des cartes, un peu comme des cartes de bingo. Et lorsqu'on place notre jeton dans la ligne, ça se pourrait qu'on réussisse à faire des agencements pour faire des points. Donc, en plaçant nos petits jetons sur la carte un peu de bingo, qu'on place toujours à partir du haut, comme ça, on va pouvoir faire des combinaisons pour pouvoir faire des points de victoire. Et en plus de ça, les cartes qu'on va ramasser ont tous une date, donc une espèce de côté d'escapade temporelle. Et si la date est toujours en ordre chronologique, donc en ordre croissant, donc si j'ai pris une carte qui datait de moins 1200 avant Jésus-Christ, après ça j'ai une carte qui date de 300, après ça j'ai une carte qui vaut de 1500, bon 1522 mettons, mais ça marche tout. Et lorsque je viens pour briser, je prends mon escapade temporelle, je la mets de côté et selon le nombre de cartes que j'ai eues, je vais faire des points à la fin de la partie. Donc, une espèce de double petit puzzle qui marche très très bien, du beau matériel, encore une fois,
facile à sortir, facile à jouer. Je pense que c'est très vendeur, ils ont vraiment du beau matériel. Je trouve qu'il y a un visuel très très impressionnant. Et c'est un jeu que j'ai trouvé le fun parce que même si on focus juste sur l'effet des cartes pour essayer de faire des points, ou on focus juste sur les escapades temporelles, moi et ma femme, on a fait une partie qu'on est allé dans la direction opposée les deux et on a fini avec exactement le même nombre de points. Donc j'ai trouvé ça intéressant. J'ai pu y jouer d'ailleurs avec un grand éventail de joueurs, un autre jeu très accessible et ça fonctionne très très bien. En première place, par exemple, mon expérience favorite de jeu est un jeu qui date de 2004. Oui, ça commence à dater pas mal. C'est le jeu Black Friday qui a été remis au goût du jour l'an dernier. Alors Black Friday est un jeu vert de Freedom and Freeze, le gars qui fait des jeux verts avec des cheveux verts et que tous les jeux commencent par F. Bon, en allemand, ça commence par F. Alors, il a également fait le très célèbre Power Grid. Donc, Power Grid qui est un jeu que j'avais adoré. Et là, on a droit à un jeu économique. Alors, bon, le titre... je ne suis pas un fan du titre. Ça aurait pu être quelque chose avec le stock market, le Wall Street ou quelque chose de même. Alors, on doit gérer des actions de compagnie et les compagnies vont prendre de la valeur, perdre de la valeur. Donc, une espèce de gestion de spéculation de marché boursier comme je les aime. Un jeu que j'ai trouvé très intéressant, un jeu qui gagne à être joué à 3, 4 ou 5 joueurs. À 2 joueurs, je ne vois pas trop l'intérêt, mais il va y avoir beaucoup d'achats, beaucoup de ventes, beaucoup de manipulation de marché, le marché qui va monter. Est-ce que c'est le temps d'acheter? Est-ce que c'est le temps de vendre? Le tout fonctionne avec de l'or, donc le but c'est d'acheter de l'or parce que l'or tout le temps va monter de prix. Donc, est-ce qu'on achète l'or pendant qu'il n'est pas cher, mais on va être court en liquidité pour pouvoir acheter d'autres actions parce que ça prend de l'argent pour faire de l'argent? Et est-ce qu'on a fait la bonne vente au bon moment? Est-ce qu'on l'a vendu et là après ça il a crashé? Ou est-ce qu'on l'a acheté vraiment pas cher, on a réussi à le vendre pour un prix de fou? Spéculation comme ça, j'aime beaucoup les jeux à aspect économique. Je vous ai parlé de beaucoup de jeux de ce genre-là depuis les derniers mois, depuis la dernière année même. Je cours autour de ces jeux-là, j'aime bien ça, essayer de vouloir les essayer un peu tous. Et j'ai vraiment beaucoup aimé Black Friday, un jeu qui... c'est difficile de bien performer parce qu'on ne sait jamais comment ça va aller. On essaie de manipuler le marché du mieux qu'on peut. Et c'est pas un jeu qui est très très beau, c'est pas un jeu qui est très sexy. On le regarde, ça fait comme... ça n'a pas l'air de grand-chose, mais je dois avouer que j'ai eu énormément de plaisir et c'est la raison pour laquelle il se retrouve en numéro 1 de mes coups de cœur du mois de juillet. Alors maintenant, je veux savoir, est-ce qu'il y a des jeux que je vous ai parlé, que vous avez joué? Je veux connaître votre opinion parce que là, moi, je vous parle d'une tonne de jeux, mais je veux savoir ce que vous en pensez. D'ailleurs, si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? C'est juste un petit clic, mais ça nous encourage drôlement beaucoup. Donc, j'espère avoir beaucoup de vos commentaires parce que je trouve ça toujours le fun de pouvoir discuter avec vous. Et soyez sans crainte, je vais vous parler du One très très bientôt. Un petit jeu vraiment magnifique, très familial, mais vraiment vraiment très joli. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu, on se dit à la prochaine!